Bienvenue dans le royaume de Xidit, pour jouer à Lords of Xidit, les seigneurs de Xidit. Un monde d'Heroic Fantasy dans lequel nous entrons pour sauver des cités qui sont menacées par des monstres. Et nous, notre objectif, c'est devenir le guerrier le plus hype du royaume, donc avoir des points de prestige, de l'or, et tout ça. Donc voilà, le thème est un peu surfait, c'est dans le Heroic Fantasy de base. Il y a un texte sur la règle, un texte qui vous explique tout de suite toute l'histoire, mais bon, c'est rien à voir avec le jeu. N'empêche que c'est un jeu qui est super. Vraiment génial, un jeu de majorité, mais aussi de déplacement. Faut beaucoup regarder ce que font les autres, observer. On va récolter des ressources qui sont ici des personnages, du coup, les ressources vont nous permettre de poutrer des monstres. Ces monstres vont nous donner 3 choses différentes que je vais expliquer ensuite. Ce jeu se joue de 3 jusqu'à 5 joueurs. Vraiment, il est adapté pour jouer à 4 ou 5. La partie à 3 joueurs est différente puisqu'on joue avec un joueur neutre. C'est tout ce matériel-là. Je vous montre tout de suite le matériel pour le joueur neutre. Il y a toutes les cases avec les couronnes. Voilà, tout ça, c'est toutes les cases là avec les couronnes, c'est pour jouer à 3 joueurs. Il y a ce grand tableau de score. Il y a les petites encoches qui permettent de monter et les 3 cases grises là. Donc tout ça, c'est pour jouer à 3 joueurs. Je ne vais pas du tout en parler. Donc à partir de maintenant, je n'en parle plus. Et il se joue aussi de 4 à 5 et il peut se jouer avec une partie courte. Les parties courtes, en fait, au lieu d'avoir 12 tours, on n'est qu'à 9 tours. Voilà. Donc on met au-dessus du calendrier, on en met d'autres. On met les 3. Donc ce matériel-là sert à faire des parties courtes. Et ici, il y a aussi quelque chose, regardez. Hop. Voilà, donc c'est très bien fait, hein, c'est très joli. Voilà. Donc ça et ça, c'est fait pour les parties courtes. On enlève les parties courtes pour la partie courte à 4 joueurs. Et pour la partie courte à 5 joueurs, on enlève que celle-là. Donc en fait, ça rend les cités mortes. Et ces cités-là, enfin les régions mortes, et ces cités-là sont plus ou moins annulées en fonction si on est dans une partie courte ou dans une partie longue. Donc moi je vais expliquer que la règle pour la partie longue. Donc il faut se référer à la règle pour les parties courtes. Bon, ça se fait bien, hein. C'est tout à la fin du livret. Donc ça j'enlève, et comme ça après je vais pouvoir présenter tout le matériel de base pour tout le monde pour les parties longues. Donc les parties longues se jouent donc en 12 tours qui sont signifiés ici. Nous avons le petit jeton noir qui va avancer au fur et à mesure, et tous les 4 tours plutôt, nous avons un récapitulatif qui va nous faire travailler des majorités. Donc voilà, tout ça j'expliquerai ça après. Nous avons sur le plateau de jeu des cités qui sont numérotées de 1 jusqu'à 21. Les cités sont rejointes les unes avec les autres par des chemins bleu, noir ou rouge. Donc chaque cité a un seul chemin de chaque couleur qui la rejoint, hein. Il n'y a pas 2 bleus qui arrivent sur une cité, c'est important. Au centre raccordé plutôt à des cités, il y a un emplacement pour une guilde de magie. Voilà, à chaque fois il n'y en a qu'une seule. Voilà. Au centre des routes est formé au centre des routes avec comme coin, comme sommet des cités, il y a des régions. Donc il peut y avoir plusieurs cités plus ou moins de cités autour des régions. Les régions ont un petit symbole ici qui s'appelle un symbole barde avec un nombre de points à gagner, 3 points, 1 point, en fonction des majorités.
Donc 3-2, en fonction des cités, c'est plus ou moins bien doté. Et ici, nous avons au milieu un bastion. C'est la cité du milieu qui rapporte plus de points. Vous voyez, 6 et 4, ça rapporte énormément de points. Sauf qu'ici, c'est caché. Donc ce sera à voter plus tard. Donc voilà, pour le plateau. Le plateau de base où on joue. Donc, un joli plateau. Toutes les régions sont différentes, mais il ne faut pas chercher de lien entre les régions entre elles. Il n'y a pas d'histoire de les marécages ou les prairies, rien de ça. C'est juste les régions, c'est juste esthétique. Nous avons aussi sur le plateau, alors, plein de choses. Nous avons des tuiles. Des tuiles, il y en a 21. Ce sont des tuiles citées. Les tuiles citées sont recto verso. Ou recto verso, parce qu'il n'y a pas un premier sens ou un autre. Alors ça, de ce côté-là, s'appelle le côté recrutement. Voilà, recrutement de la cité numéro 1. J'ai pas fait exprès de tomber sur la 1. Et de l'autre côté, nous avons la menace de la cité numéro 1. Donc voilà, chaque cité passera de recrutement à menace. Je parlerai tout à l'heure de comment ça fonctionne. Au moment de la mise en place, pour l'instant, je fais la présentation de tous les objets de ce jeu. Ici, nous avons les personnages. Donc, nous avons des personnages. Donc, nous avons les milices paysannes en orange, qui sont les moins forts. Ensuite, nous avons les archers en vert, qui sont les deuxièmes plus moins forts. Nous avons ici les infanteries en gris. Voilà, infanterie en gris, qui sont représentés par des haches. Nous avons derrière, représentés par des marteaux, des moines. Mais oui, les moines sont la deuxième meilleure force de ce jeu. Et ici, nous avons des mages de guerre qui sont en violet, là, la ressource la plus intéressante. Voilà, nous avons ici un emplacement pour les tuiles de recrutement. Ici, nous avons la même chose, le cousin avec les tuiles menaces. Ici, nous avons des points de victoire. Alors, c'est de l'or. C'est de l'or qui ne sert à rien acheter. D'accord? On n'achète rien avec l'or. Donc, on peut considérer que ce sont des points de victoire. Ils appellent ça des florins, il me semble. Enfin, il y a une histoire. C'est de l'or. Et ici, vous avez 3 tuiles. Les 3 tuiles vont être tirées au hasard en début de partie. Elles sont pas toutes situées toujours situées dans cet ordre-là. D'accord? Donc, il y a une tuile qui représente les guildes de magie, qu'on appellera souvent les cabanes, une tuile pour les bardes et une tuile pour l'or. Donc, au début de la partie, on mélange les 3 et on les place dans les cases correspondant au numéro 1, 2 et 3. C'est très important, l'ordre est très important. Ici, nous avons des tuiles colosses. Alors, il y en a 2 pour chaque version, puisqu'il y en a qui ont 3 points d'interrogation, d'autres 5 points d'interrogation, d'autres 4 points d'interrogation. Donc, celles-là, elles sont mélangées, les 2 ensemble, et elles sont posées ici. Et la même chose pour la numéro 4 et la numéro 5. Donc c'est mélangé et posé. Nous avons sur le côté, alors il faut bien regarder parce que c'est un tout petit. Nous avons sur le côté une piste de score ici, qui ne sert pas à grand chose. Elle sert vraiment qu'à la fin. Et ici nous avons des petits jetons score pour chacun des 5 joueurs. Voilà, il y en a 3 pour chacun des 5 joueurs. Ça ne s'utilise vraiment qu'à la fin de la partie. On peut les ranger pour l'instant. Tout à la fin, vraiment lors du décompte final. Et la piste de score aussi. Donc c'est pour ça qu'elle est en toute petite, elle n'a pas besoin d'être en plus grande. Voilà. Et aussi, chaque joueur a dans sa possession déjà un parent pour cacher des choses. Alors généralement on doit cacher notre or, nos recrutements et les jetons bardes qui nous restent. Alors ici il n'y a pas beaucoup de place, donc moi je conseille, c'est ce que j'ai fait dans ma partie, surtout que ça se casse souvent la figure. Je conseille de prendre quelques-uns des jetons bardes sans le dire aux autres combien on en a et de les mettre derrière, et les autres qui soient visibles, c'est pas très intéressant. Il
faut pas que les adversaires réussissent à compter exactement combien on en a mis, notamment ici, en fait, dans le bastion. Mais bon, à part ça, c'est pas très non plus, c'est pas un gros secret. Ici, nous avons les jetons cabanes, hein, les guildes les guildes de magie. Donc on en a 15 chacun. Ici, j'en ai que 13 parce qu'il y en a 2 qui viennent de tomber. Et surtout, nous avons du beau matériel, avec quelque chose qui tombe très souvent. Nous avons du beau matériel avec cette petite règle qui va nous permettre de faire de la programmation, avec une petite roue qui tourne pour nous montrer là où on va aller, ou ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, une petite règle programmation avec un ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, très intéressant le système de jeu. Voilà pour la présentation du plateau. Donc il y a énormément de choses. Ah oui, je n'ai pas montré les choses principales. C'est nous les joueurs, les Ithrakis. Alors les Ithrakis, hein, pas les Dothraki. Nous ne sommes pas dans Game of Thrones, même si globalement ça nous fait penser à ça. Les Ithrakis, ce sont nos personnages. Donc nous sommes des héros qui arpentons le royaume pour bouter les menaces. Donc déjà 11 minutes de jeu pour le matériel. Alors, pour la mise en place. La mise en place, ça va être il y a une chose à faire au début, c'est séparer ces deux regroupements, cette pile de tuiles, la séparer en deux parties, 11 d'un côté, 10 de l'autre. Et les 11 premiers, on va les mettre ici, et les 11 suivants ici. Donc ça va être la tuile recrutement, l'autre la tuile menace. Et on va prendre sur les 10 qui sont ici, on va prendre les 5 premiers pour les poser sur leur cité dont ils ont le numéro. Par exemple, la numéro 4, on va la placer au numéro 4. Donc la numéro 4, elle est là. Alors c'est assez facile à remarquer, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vous voyez, ça marche comme ça. Ouais. Donc si vous cherchez les numéros, faut savoir que c'est plutôt bien fait. Donc voilà, donc les 5 premières, ça fait que ça fait casser la figure, je vais arrêter. Les 5 premières, on les place sur leur tuile correspondante, et voilà, ça va être fait, hein, je vais pas le faire. Pareil pour les 5 premières ici, et la dernière, on la place ici. Donc ça, c'est la réserve, on n'a pas le droit de regarder ce qu'il y a en dessous. Là, c'est la prochaine tuile de recrutement qui apparaîtra, et ça, c'est pas la prochaine, mais là, après la prochaine, la deuxième prochaine qui apparaîtra. Donc au fur et à mesure, quand celle-là sera mise, on mettra celle-là à la place, ici, et comme ça, on pourra voir le reste. Donc voilà, et on fait exactement la même chose avec les tuiles menaces. On fait exactement la même chose, donc ça, c'est assez facile. Donc une fois que le jeu est placé, que les tuiles sont placées, on met au-dessus d'une tuile les bonhommes recrutement, donc les bonhommes que l'on va recruter. Donc là j'ai pris la tuile 18 qui se retrouve tout en haut, donc c'est pas du tout une bonne idée pour la caméra. Alors je vais essayer d'en trouver une rapidement qui va être assez lisible. On va faire la 6, voilà, ou pour la 4, on va voir la 6. Et on met donc du coup un bonhomme orange au-dessus de la tuile de l'espace orange, un bonhomme vert ici, un bonhomme vert ici, un gris ici et un violet ici. Donc on met les bonhommes au fur et à mesure. On met les bonhommes au fur et à mesure. Voilà, donc ça peut être un petit peu fastidieux, ça prend du temps de faire ça, mais c'est pas grave, quand on joue à ce jeu-là, on est là pour prendre du temps. Voilà pour la mise en place du plateau. Autre chose, nous avons une tuile premier joueur qui est distribuée au hasard pour un joueur qui va changer à chaque tour. On change de premier joueur à chaque tour. C'est le joueur de gauche qui reprend le nouveau premier joueur. Et ensuite, chacun son tour, à partir du premier joueur, on pose son Ithraki quelque part sur la carte, sachant qu'on n'a pas le droit d'être deux sur le même endroit. Alors, pour empêcher que le premier joueur soit totalement favorisé dès le premier tour, il y a une autre option qu'on peut utiliser, c'est de placer ses Ithraki avant de faire le tirage au sort des tuiles qui vont arriver.
Donc on les place n'importe où, là où on a envie sur la carte, et puis après on tire au sort les menaces et les recrutements, et advienne ce qu'il pourra, quoi. Donc un peu de hasard dans le placement initial, car sinon le premier joueur se place à l'endroit qui est le plus favorable pour lui, et donc du coup le 5e joueur se fait un petit peu léser. Donc voilà, le jeu est installé. Nous avons ici donc les 5 tuiles recrutement qui sont remplies par leur personnage. Nous avons aussi les 5 tuiles menaces qui sont disséminées dans le royaume de Xidit. Et nous avons donc les 5 joueurs qui ont choisi là où ils voulaient commencer. Ensuite, pendant les 12 tours du jeu, donc chaque tour du jeu a toujours le même principe, tous les joueurs en même temps choisissent dans leur réglette, ce qu'ils ont envie de faire. Donc vous voyez la réglette, en fait on tourne les petites roues pour affirmer quels sont nos futurs mouvements. Donc il y a aller sur la voie rouge, aller sur la voie bleue, passer, c'est-à-dire passer, faire l'action, ou aller sur la voie noire. Donc on tourne comme ça la roue pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc là moi je vais faire bleu, route rouge, faire une action, route noire, faire une action, route rouge. Donc ensuite, donc ça c'est caché, hein, tout le monde cache son action pour surtout pas montrer aux autres, mais tout le monde joue en même temps. Et à partir du premier joueur, on montre et on fait l'action. Donc là imaginons, avant moi d'autres jouent, mais moi je vais jouer. Alors ce petit pion, la petite flèche peut se mettre ici pour nous indiquer ce qu'on a fait ou pas, où on en est. D'accord, ça nous permet de suivre là où on en est. Bon, normalement on se perd pas trop, mais ça peut être utile. Donc moi regardez, bleu, rouge. Donc premier tour je fais bleu, j'attends que tout le monde joue, ensuite je fais rouge, j'attends que tout le monde joue, et ensuite je fais action. Action dans une ville de recrutement, c'est recruter, tout simplement. Donc là, je vais recruter un personnage. Alors, regardez bien la tuile de recrutement, parce qu'il y a quelque chose à observer. Vous avez une petite flèche ici. Une petite flèche, ça veut dire que le recrutement se commence par ici. Et on fait le tour. Donc là, je ne peux pas recruter un blanc dès le début, je suis obligé de recruter un paysan au début. Parce que la petite flèche me dit de recruter un paysan. Donc c'est pour ça que passer parfois peut être bien, puisqu'on peut attendre qu'un autre joueur vienne prendre le paysan pour que nous on se retrouve avec l'archer ou avec les autres. Voilà. Donc là moi je recrute un paysan. Et là vous allez me dire mais pourquoi Sombrillo tu n'es pas resté là pour recruter 5 fois la suite? Mais parce que c'est interdit mon petit monsieur. Et oui, nous n'avons pas le droit sur le même tour de jeu, nous n'avons pas le droit de recruter au même endroit. Donc là, je ne peux pas faire recrutement. J'ai pas le droit. Je suis obligé de faire recruter, de bouger et d'aller recruter ailleurs ou d'aller combattre ailleurs. Je ne peux pas non plus faire recrutement, fuir, revenir et recruter. Ça, c'est interdit aussi. On a le droit de vraiment en recruter qu'une seule fois par tour. Au même endroit. Donc là, par exemple, moi, je prends ensuite la noire. Je prends la noire. Là, j'ai décidé de recruter, encore une fois. Donc je recrute, là aussi la flèche c'est pour le orange, ça commence toujours par le orange ou par le vert, s'il n'y a pas d'orange. Je mets mon orange derrière, et puis après j'ai pris le chemin rouge, et je reviens à mon point de départ. Alors ça c'est parce que je l'ai voulu, mais j'aurais pu prendre la bleue par exemple, j'aurais pu prendre le chemin bleu pour aller là. Je peux prendre aussi le chemin noir pour aller ici, hein. Par contre on peut prendre plusieurs fois le même chemin. Si je veux sur mes 6 tours, je peux faire ding 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 ding, voilà c'est tout. Bon, ça sert à rien, mais j'ai le droit de le faire. Donc voilà comment on joue. C'est assez simple. Hein. En fait, le jeu est assez simple. Les règles sont très simples. Le mécanisme est très simple. Il est très complet, mais très simple. C'est ce qui fait la magie de ce jeu. Donc voilà. Maintenant, je vais expliquer comment on fait pour combattre. Et vous allez voir que c'est très simple. Encore une fois. Alors, nous arrivons à un point du jeu où j'ai fait, pour commencer, bleu et après action. Regardez, bleu puis après action. Regardez pas la suite, hein, après j'ai pas changé. Donc regardez sur le terrain ce que ça donne. Mon jeton, mon Ictraki rouge fait bleu, entre dans la cité numéro 12 et va combattre ce monstre moustique là.
ce moustique dragon. Et je vais le combattre. Avec quoi je vais le combattre? Avec un jeton vert et un jeton blanc, tout simplement. Donc il faut que je l'ai dans mon escarcelle. Donc là, je prends mon jeton vert et blanc. Je les mets ici, c'est-à-dire que j'arrive à combattre cet objet-là. Donc je vais le combattre, il va être supprimé. Voilà, j'ai gagné. Donc j'ai réussi à combattre, il n'y a pas de défense, il faut amener les ressources nécessaires. Donc c'est pour ça que c'est très simple, hein. Il n'y a pas de lancer de dés ni rien, c'est vraiment très simple. Alors maintenant je vais prendre ma récompense, parce que j'ai droit à une récompense, et regardez autour du dragon. Donc le 12 on l'ignore, hein, c'est juste le nombre de la cité, le numéro de la cité, et là vous avez 3 cabanes, ici vous avez 4 ors, et ici vous avez 2 bardes. Donc il va falloir faire le choix pour savoir quelle va être notre récompense. On a 2 choix à faire sur les 3. Donc soit on prend les 3 cabanes, soit on prend les 4 ors, ou non, soit la cabane et l'or, soit les cabanes et le barde, soit l'or et le barde. Mais il faut faire 2 choix sur les 3. Donc si je décide de prendre l'or, et ben je prends l'or d'ici. Donc je prends 2 et 2, parce que c'était 4, et je le mets derrière mon paravent. Et avec l'or, par exemple, je vais décider de prendre les cabanes. Pour prendre les cabanes, c'est très simple. Je prends 3 cabanes, puisqu'ils me disent d'en prendre 3, j'en prends 3. Et je les insère dans la cité. Alors vous voyez, l'espace dédié. On suit le petit chemin et on va créer la guilde de magie à l'extérieur de la cité. On va créer sa guilde de magie. Donc moi j'en ai mis 3 puisque c'est marqué 3. Donc voilà, très très bien, je suis content et c'est tout. Si j'avais choisi l'option maître des bardes, j'aurais eu 2 bardes à placer. Donc je place 2 de mes bardes et je les place sur une région limitrophe à la cité. Donc comme je veux, soit les 2 au même endroit, soit l'un d'un côté, l'un de l'autre. Et si j'ai envie d'aller sur la région du milieu, je suis obligé d'indiquer mes pions bardes, de les mettre dans l'urne. Voilà, donc c'est caché pour le reste de la partie. Donc j'ai choisi 2 options sur les 3. Alors, une seule contrainte finalement, c'est celle-là. Une fois que quelqu'un a posé sa guilde de magie dans une cité, en fait, il ne peut pas y avoir un autre joueur qui vienne m'embêter, qui vienne me prendre la guilde de magie. La guilde de magie n'est que pour moi. Donc ça, une fois que c'est rouge, une fois qu'on a démarré avec du rouge ici, eh bien, il n'y aura que du rouge. Il ne peut pas y avoir autre chose. Et c'est limité aussi à 4, à une hauteur de 4. Il ne peut pas y avoir une hauteur de 5. Par contre, moi, plus tard, si je veux, je peux revenir ici et augmenter mon niveau de guilde de magie. J'ai le droit de le faire. Mais les autres n'ont pas le droit. C'est-à-dire que si les autres viennent tuer ce monstre-là plus tard, ce qui est possible, eux, ils n'auront plus que le choix de mettre soit l'or, soit le barde. Voilà, c'est un choix. Il faut faire le choix de 2 sur les 4. Une fois qu'on a détruit la cité, les 2, on les remet dans leur défausse. Cette tuile-là, on la met ici. C'est-à-dire qu'elle a été utilisée. Donc vous voyez, les tuiles menaces, on les défausse ici. Donc vous voyez bien. Et on reprend une nouvelle cité de la pioche. Ah, j'en ai pas mise. Donc une qui est là, celle qui est là. Pas une, hein, c'est celle. Donc ça c'est numéro 15. Donc on la met dans le numéro 15. Donc là il y a un nouveau monstre qui est apparu ici. Donc pour le tuer, le monstre, là il faut du orange et du violet. Et l'ancienne tuile, on la met... Enfin... L'ancienne tuile qui était la prochaine tuile, on la met. Enfin, c'était la future prochaine, là maintenant ça devient la prochaine. Et du coup on a une vision sur les tuiles qui vont arriver. Donc voilà. Voilà comment ça se joue, c'est assez simple. C'est la même chose quand les tuiles recrutement sont terminées. Si par exemple le dernier joueur est venu recruter le blanc, la tuile recrutement est vide. La tuile de recrutement vide, on la met ici. Donc le côté inverse de l'autre, et on la remplace par cette tuile là qui va être une tuile 19. Donc on la met au niveau du 19 et on la remplit avec des bonhommes, et ici pareil on la met juste voilà, quelque chose pour plutôt celui qui maîtrise le jeu, mais c'est pas grave, ça peut se dire rapidement. Une fois que ce tas là est vide,
et que les deux en fait sont vides, on reprend le tas qui est ici de défausse, on le retourne, donc il n'y a plus celle-là, hein. Il n'y a plus celle-là non plus, donc on reprend ce tas-là de défausse, on le retourne, et on recommence avec cette tuile-là. C'est-à-dire que le 12 que moi je viens de tuer, repart, mais en recrutement ce coup-là. Ce qui fait que toutes les cités passent en recrutement puis en menace. Donc le jeu, en fait, ça nous fait bouger dans tout le territoire. On va bouger à peu près dans tout le territoire pour réussir à faire des choses qui nous arrangent. Donc voilà. Voilà le principe du jeu. Maintenant, il n'y a plus qu'à expliquer deux, trois petites choses, mais pas grand chose. Là, vous avez vraiment le principe. Vous voyez que c'est assez court. Cette vidéo sur le principe du jeu, sur le principe dure à peine 10 minutes, alors que la présentation du matériel c'était plus de 10 minutes. Donc vous voyez, on est vraiment sur du light au niveau des règles. Alors, juste une présentation des trois colosses qui sont ici. Nous avons trois colosses. En fait, les colosses apparaissent pas forcément dans toutes les parties, mais dans les parties, s'il n'y a plus aucune place, en fait, s'il n'y a plus aucune tuile ici. Si toutes les tuiles sont soit en jeu, soit dans cette défausse-là. Ça peut arriver, ça nous est arrivé à 5 joueurs. Donc ça peut arriver. Dans ces cas-là, quand il n'y a plus quand on doit remplacer une des tuiles et qu'il n'y en a plus, et bien dans ce cas-là, on dévoile les trois colosses. On dévoile les trois colosses qui sont d'autres monstres à tuer. Alors ils sont assez faciles à tuer, hein. Alors ils demandent beaucoup plus de ressources que les autres, mais par contre ils demandent n'importe quelle ressource. Donc c'est plutôt facile. Par exemple là le serpent là en premier plan, on doit le tuer avec 3 ressources. Donc ça peut être 3 paysans. 3 paysans tuent ce colosse. Alors que le dragon là, ici là, le dragon à droite, on doit le tuer avec 5 unités. Donc ça peut être des paysans, des archers, des mages violets, ça peut être n'importe quoi. Alors ces colosses-là, ces monstres-là, on doit les tuer on doit utiliser l'action. Ah, je l'ai pas dit ça. Ah si, je l'ai dit. On doit utiliser le bouton action de notre réglette dans une cité qui n'est pas couverte par une tuile. Donc par exemple, là, la 20 est idéal. On se place sur la 20, le vert se place sur la 20, utilise le bouton action de sa règle et peut détruire un de ces monstres. Et il gagne du coup les récompenses. Donc les récompenses pour les colosses, c'est pareil que dans les autres. On choisit 2 parmi les 3. Alors elles sont pas très fortes, hein, c'est normal parce que c'est quand même assez facile à tuer. Donc soit on gagne 2 tours à mettre sur une cité qui nous appartient déjà. D'accord, c'est pas n'importe où, hein, c'est dans une cité qui nous appartient. Soit on gagne 2 ors, donc ça c'est facile. Soit on place 2 bardes à l'endroit où on est. Donc par exemple lui, il faut comprendre ça. Lui, il peut pas placer ses maisons ici. Il est obligé de les placer là où il y a déjà du vert quelque part. Par contre, les bardes, il les place soit là, dans une des 2 régions, puisque c'est des régions limitrophes. Alors je coupe un peu parce que là je viens de relire la règle. Au niveau des colosses, il y a une histoire aussi de renfort avec une gestion des tuiles. Donc je laisse la personne en charge du jeu de lire la page 12 de la règle. Il y a quelque chose qui s'appelle renfort. Voilà, je j'alourdis pas la règle. Alors, autre chose. À la fin du quatrième tour de jeu, donc 4 fois la programmation de 6 mouvements, il y a un décompte. Alors je vais pas montrer celui du haut, je vais montrer celui-là ou celui du bas, qui sont exactement les mêmes. Donc à la fin du 4e, à la fin du 8e et à la fin du 12e, il y a exactement la même chose. Alors ce décompte-là, en fait, c'est un décompte pour savoir que c'est une revue d'effectifs, un inventaire de l'effectif que l'on a. On montre si on veut, on n'est pas obligé. On prend derrière notre paravent, on montre tous ensemble, donc on tend la main comme ça et on met dans sa main
Alors voilà, on met dans sa main le nombre de paysans, par exemple, qu'on a, ou le nombre d'archers. Donc soit j'en mets un, soit j'en mets deux, ça dépend de ce qu'on a. Hein. Je les prends pas sur le plateau, je les prends derrière mon paravent. Alors donc voilà. Celui qui montre le plus de paysans, il gagne 1 or. Celui qui montre le plus d'archers, il gagne 2 or. Celui qui montre le plus de c'est l'infanterie, ça. Il gagne un barde qu'il pose directement dans la région limitrophe dans laquelle il est. Celui qui montre le plus de moines, il gagne 2 bardes. Et celui qui montre le plus de mages violets, il pose une cabane là où il est déjà placé. Donc voilà, en cas d'égalité, tout le monde applique le résultat. C'est-à-dire que en cas d'égalité, si on est 2 joueurs à montrer 2 paysans, chacun gagne une pièce. Avec une petite différence pour les doubles, pour l'archer et pour le moine. Si là on est 2 à gagner avec l'archer, à avoir le nombre maximal d'archers, on gagne pas 2 pièces chacun, on gagne qu'une seule pièce chacun. Donc ça amenuise quand même un peu les pouvoirs. Mais par exemple, si on est plusieurs à avoir un mage violet, on gagne tous une cabane. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est à la fin du 4e, fin du 8e et à la fin du 12e tour. Donc voilà pour le jeu de Lord of Exiled. Donc vous avez des petites choses, vous avez la règle de base, vous avez les petites choses qui arrivent de temps en temps. Donc les colosses, nous sur une partie à 5, ça arrive qu'une seule fois. Le décompte, ça arrive 3 fois dans la partie, mais c'est assez facile, hein, le décompte, ça se fait bien. Avant de continuer, je vais vous dire aussi que les jetons 5, là, vous pouvez les mettre directement dans la boîte, hein, ils servent pas énormément, peut-être à un moment donné pour faire à la moitié du jeu pour faire un peu de monnaie. Et on va revenir surtout aux conditions de jeu de la fin. Alors, pour le décompte final, je me suis placé plus proche du lieu du décompte final. Donc déjà, première chose, avant de commencer, pour la mise en place, il faudra faire attention à bien placer ces 3 jetons-là. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont placés de manière totalement aléatoire. C'est-à-dire on les mélange, on les place 1, 2, 3. C'est très important, hein. Ça joue vraiment sur la partie de les bien les placer. Donc, comment on fait ? On regarde déjà, on les place de manière aléatoire, et après on fait attention sur les jetons, il y a marqué soit un petit bonhomme, comme ça, soit 2 petits bonhommes. Donc attention, ça se joue dans la version à 4 joueurs, il n'y a qu'un seul petit bonhomme, et dans la version à 5 joueurs, il y a 2 petits bonhommes. Donc ça change pas grand chose à la partie, ça veut dire le nombre de personnes qui vont être éliminées en fait. Donc pour la version à 5 joueurs, c'est 2, 1, 1. Dans la version à 4 joueurs, c'est 1, 1, 1. Voilà, c'est tout. Donc là, de l'autre côté, il y a un 2. Hein, mais on s'en moque. Le 2 n'est retourné que quand l'or est placé au niveau du 1. Alors ici, nous avons donc la majorité par rapport aux cabanes, la majorité par rapport aux bardes et la majorité par rapport à l'or. On va faire les comptes un par un. C'est-à-dire, on va faire d'abord le compte de la majorité des cabanes. On va faire le classement, on va poser les classements de 1 jusqu'à 5. Simplement pour la majorité des cabanes. Alors là, j'ai fait le compte, donc regardez le plan, hein, il y a beaucoup de noir, de rouge et de bleu. J'ai pas mis le vert et le jaune parce que ça me gavait de le faire. Regardez ce que ça donne au niveau des scores. Donc le jaune, on a 3, le vert, on a 5. Le bleu, on a 7, le rouge, on a 9, et le noir bien cartonné, il en a plein. Alors du coup, le noir est en tête, le rouge suit, ensuite le bleu, ensuite le vert, et ensuite le jaune. Donc voilà, le noir est très content, il se gargarise, très bien. Le jaune et le vert, eux, par contre, font la tronche, puisque eux, les deux, sont éliminés du jeu. Carrément éliminés. C'est-à-dire, ils ne participeront pas aux deux prochains décomptes. En fait, c'est un jeu qui marche par élimination. Il ne faut surtout pas être le dernier sur l'une des trois caractéristiques. Donc maintenant, on va compter les bardes. Comment on compte les bardes ? C'est assez simple. C'est assez simple aussi, sauf que j'ai oublié de faire quelque chose. Voilà. Je vais tricher un peu. Hop. Tac, tac.
Voilà. Donc comment on compte les bardes? Vous voyez, dans une région, à la fin, on aura des bardes qui vont se battre pour la région. La région offre 3 points pour le premier, 2 points pour le deuxième. Le premier ici, c'est le vert, il gagne 3 points. Le deuxième, c'est le rouge, il gagne 2 points. Et le bleu, qui est troisième, il ne gagne rien. En cas d'égalité, comment ça se passe? Les deux se partagent les 3 points, donc 3 points pour lui, 3 points pour lui. Lui, par contre, ne gagne rien. Et ici, alors il n'y a pas les rouges, hein. Ici, le premier c'est le rouge, il a 3 points, 1 point, 1 point. Donc ça c'est simple. C'est simple, c'est un jeu de majorité classique. Et sous l'urne, vous voyez, c'est 6 points pour le premier, 4 points pour le deuxième. À ce moment-là, on ouvre l'urne et on compte les scores. Donc le vert en a mis 2, le bleu en a mis 2. Donc lui il gagne 6 points, lui il gagne 6 points. Et moi qui suis là avec mon pauvre rouge, je gagne 0 points. Voilà. Et ensuite on compte le nombre de points. Donc là on compte le nombre de points. Finalement on ne compte les points que pour le rouge et le bleu. On peut compter les points pour vert et jaune si ça leur fait plaisir. Mais voilà. Donc imaginons que le noir par exemple il a rien du tout, il a rien fait du tout à ce niveau-là. Peut-être quand même quelques points quand même. Voilà. Imaginons qu'on est comme ça. Le noir est placé, le rouge est placé, le bleu est placé, et de la même manière, il y a un éliminé. Ah oui, tout à l'heure je les ai écartés, mais en fait on les retourne. Voilà, le noir est écarté, est éliminé du jeu, et c'est le rouge et le bleu qui vont se combattre pour le score final. Et le score final, là par exemple, dans cette partie-là, c'était le nombre d'or. Celui qui aura le plus d'or entre le bleu et le rouge gagnera. Donc on place, et on va dire que je gagne. Voilà, le bleu qui était meilleur que moi à la partie d'avant, voilà. Il se fait battre au niveau de l'or. Donc c'est moi qui suis le dernier survivant, celui qui gagne. Voilà comment ça se passe. Petit détail, en cas d'égalité, par exemple là, entre le vert et le bleu. Ici, si les deux sont à égalité, celui qui passe en tête, c'est celui qui derrière son paravent a le plus de ressources humaines. Voilà. Les ressources humaines qui restent à la fin, c'est celui qui a le plus de ressources humaines à la fin qui gagne l'égalité. S'il y a encore égalité, c'est celui qui est le plus éloigné du premier joueur qui passe devant. Donc voilà, ça peut avoir toute son importance, puisque entre une élimination et une non-élimination, on a peut-être le vainqueur de la partie. Donc voilà pour ce détail. Voilà pour l'explication de règles de Lords of Xylit. Alors avant de conclure, juste 2 minutes par rapport à la réédition, parce que c'est une sorte de... Alors je veux dire plutôt une restauration comme dans les maisons. C'est pas de la rénovation, c'est une restauration d'un ancien jeu qui s'appelle Himalaya, qui était très bien. Et moi je préférais vraiment le thème d'Himalaya. Vraiment le côté avec les yaks et tout ça, ça me plaisait plus que ce pseudo-thème Heroic Fantasy. Mais par contre, il y a plus de qualité dans ce jeu-là, parce que avant on lançait beaucoup de dés pour avoir des ressources, alors que là, le système d'avoir les ressources du plus petit au moins, enfin, le système là, des tuiles ressources est vraiment bien fait. Il y avait aussi les bonhommes là se tiraient au dé aussi, donc du coup on savait pas trop quand on est arrivé dans un endroit à ressources, on savait pas trop ce qu'on obtenait. Donc il y avait une part de hasard qui était assez importante. Le jeu était super, il y avait une part de hasard assez importante, mais d'après moi, ils auraient pu faire un Himalaya, garder le thème de l'Himalaya avec les yaks et tout ça, c'était quand même plus porteur. Parce que là, ça fait un peu peur, là, le côté baston et tout ça de créatures, mais en fait, finalement, les règles sont très simples. Donc voilà. Voilà pour Lords of Xylit, qui est vraiment un très 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 bon jeu. Donc faites-vous plaisir.